Quand même, Cécile, il y a des gens qui appellent pour dire qu'ils ne viennent pas. Donc, on est entre nous. C'est lancé. C'est lancé. Allez-y, docteur Seznec, c'est lancé. Bon, bonjour à vous tous. Je suis très touché de vous voir aussi nombreux. Ma tête m'a raconté que peut-être Marie-Noël a payé des gens pour venir. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas de sous. Moi, je veux bien payer aussi. Donc, bienvenue à vous et merci au CPTS de m'accueillir pour ce moment de partage. L'idée de ces moments de partage, c'est, comme vous voyez, l'offre de soins ne peut pas augmenter. Et donc, une des solutions, c'est qu'on arrive à diminuer la demande de soins. Donc, plus on connaît comment ça marche la santé, plus on connaît comment ça fonctionne pour nous, peut-être qu'on a moins besoin de soignants et c'est un petit peu l'objectif. Donc, moi, je vais vous parler donc, de ce thème-là. Je vais me mettre un petit peu derrière de temps en temps. Tu veux une assistante? Non, c'est bon. Assistante de docteur Seznec. Il y a beaucoup de choses sur les diapos, donc c'est juste pour me présenter en 2 secondes. Je suis médecin psychiatre, je suis installé ici depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que je fais de la thérapie ACT. C'est une thérapie de l'acceptation de l'engagement, je vais vous en parler un petit peu. Et c'est une thérapie qui est basée beaucoup sur les valeurs. Moi j'étais psychiatre parisien, au centre de Paris, voilà, j'avais un cabinet depuis très longtemps. Puis à un moment donné, je me suis posé comme question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Où est-ce que je me sens en harmonie? C'était de revenir ici sur mes terres familiales. Et donc j'ai choisi il y a quelques années de venir ici. Puis le temps de faire ce projet, c'était avant le confinement, après il y a eu le bazar du confinement. Et puis je suis venu juste après le premier confinement. Je vous raconte tout ça parce que la thérapie ACT, c'est une thérapie contextuelle. Et quand j'ai dit à tous mes copains psychiatres à Paris, parce qu'avoir son cabinet à Paris, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose, voilà. Tout le monde m'a dit gentiment, t'es courageux. Et après, il y a eu le confinement. Et tout le monde m'a dit, oh, t'as trop de chance. Donc, comme quoi, tout est relatif. Hein, tout est une question de perspective. Et parfois, l'anxiété, c'est aussi des histoires de perspective. Et que si on fait un pas de côté pour regarder les choses d'une autre perspective, ça peut changer la saveur. Donc, voilà une des choses que... Peut-être ce qui peut vous intéresser, c'est que j'ai fait une méditation sur l'application Petit Bambou, sur le sommeil. Donc, s'il y en a qui ont des problèmes de sommeil, ça s'appelle Sommeil Serein. Et tous les mercredis matins, c'est pour ça que je fais un Facebook Live, parce que tous les mercredis matins, en fait, pendant le confinement, avec différentes personnes qui font de la méditation, on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose pour aider les gens, parce que c'était pas facile le confinement. Et on s'est dit, entre instructeurs de méditation, on va faire des méditations tous les jours pour les gens, parce que pas facile d'être confiné. Et donc, on a inventé ce Facebook Présence, où il y a des méditations directes. Et comme ça a bien marché, ça a continué. Et donc, 2 fois par jour, vous avez des méditations directes. Moi, je fais celle du mercredi matin à 8h, mais ça se regarde en replay. Donc, on fait ça en Facebook Live. Donc, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, faites votre curieux. C'est très simple, ça permet de partager différentes choses. Et l'autre chose que je voulais vous raconter, c'est qu'après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, j'ai fait des années d'études pour essayer d'être très con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Et pour un clown, c'est un compliment de dire qu'il est con. Donc voilà. Donc j'utilise le clown, l'air de rien. Il fait de la pleine conscience sans le savoir. Il fait de la thérapie ACT sans le savoir. Et il y a beaucoup d'études d'exercices d'échauffement du clown qui sont très utiles pour savoir aborder les émotions. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas être au contact des émotions. Le clown, c'est l'inverse. Il se nourrit des émotions. Donc c'est intéressant. Un gars qui n'a pas plus peur de ses émotions. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre du clown pour ne plus fuir toutes ces émotions qui nous dérangent, qui sont source de stress et de crainte. Voilà 2 apartés que je voulais faire sur ma présentation et le reste n'est pas bien important. Donc je vais me mettre ici, si ça ne vous embête pas. Et je vais parler très fort, vous allez voir. Voilà, tout d'abord, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir ce que c'est le stress, parce que souvent on est stressé d'être stressé, parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert le stress. Donc le stress, c'est quelque chose, c'est une alarme qui nous aide à nous adapter. Donc c'est très utile le stress. Ça nous permet de nous ajuster, ça permet juste de nous dire, il faut faire attention. C'est un peu comme vos voitures, vous savez, vous avez un feu de recul, pas un feu de recul, une alarme de recul, et ça bip pour vous dire attention, il y a un obstacle. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un accident. C'est juste dire
Il faut faire attention. Ça vous met en vigilance. Donc le stress, ça sert à ça. C'est très utile. Ça vous met en condition physiologique pour pouvoir gérer ce qui arrive. Si vous faites un 100 mètres aux Jeux Olympiques, si vous n'êtes pas stressé, bah, vous courez beaucoup moins vite. Donc c'est très utile le stress. Mais comme on ne sait pas à quoi ça sert, souvent on est stressé d'être stressé. Donc c'est important déjà de connaître cette fonction liée à l'adaptation. Parce que dans notre vie, on stresse, on court, parce qu'on est beaucoup dans le faire, et faire des choses, ça prend trop de place. Pourquoi on fait plein de choses au lieu d'être ? Pour remplir le vide de sa vie, pour éviter d'être au contact de soi, pour se construire une identité, parce que quand on fait, on a l'air de quelqu'un. On a une vie dans l'urgence, on a peur de louper quelque chose. Il y a tellement de choix dans la vie aujourd'hui que des fois on est stressé parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Il y a les tentations. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Il y a plein de sollicitations. Donc ça amène, est-ce qu'on va choisir la bonne chose ou la mauvaise chose ? Il y a des difficultés à dire non, donc on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées. Puis les habitudes qui fait qu'on cultive une posture de stress. Donc, le stress, ça nous crée une agitation, alors que peut-être dans cette société, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ralentir pour prendre soin de soi. Parce que face au stress, on veut essayer de l'éviter, cette sensation, cette émotion qui nous est utile. Donc, on peut être amené à grignoter pour s'apaiser, on peut être amené à boire parce qu'on ne veut pas être au contact du stress. On peut essayer de se relaxer en étant devant les écrans, c'est l'opium du peuple aujourd'hui, les écrans. Donc on s'hypnotise pour ne pas être au contact des émotions. Et puis on peut être stressé, d'être stressé comme je vous disais tout à l'heure. Et puis parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous perturber. Il y a plein de choses qui nous volent du temps. On est dans une société qui va de plus en plus vite. On a perdu du temps de sommeil. Et donc simplement de récupérer du sommeil, des fois on va mieux d'un point de vue physiologique. Le temps s'accélère. On est dans une société où il y a beaucoup de monde, mais le lien aux autres n'est pas très bon. Donc on peut être dans un isolement, et même dans les grandes villes, on peut être dans un certain isolement. On a plein de sollicitations qui nous amènent à un zapping mental. Et puis la charge mentale, parce qu'il y a plein de choses à gérer. Et tout ça va favoriser le stress. Et la sédentarité fait qu'on risque de terminer comme cette dame, on ne voit pas très bien, mais parce qu'on n'est pas assez vigilant à prendre soin de soi. Et on peut se retrouver donc avec le dos voûté, les yeux secs et rouges, une pilosité accrue, les poignets et les chevilles enflées. Vous voyez, le corps se détériore parce qu'on oublie de prendre soin de soi. Et j'espère que vous n'allez pas terminer comme cette dame. Donc le stress, c'est quand même un enjeu important aujourd'hui dans notre société. Déjà, il faut savoir que 74% des salariés se déclarent stressés au travail. Ça touche plus les femmes que les hommes. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui touchent plus les femmes que les hommes. Les troubles de sommeil, c'est plus les femmes que les hommes. La dépression, c'est plus les femmes que les hommes. Parce qu'on dit que les femmes ont plus d'émotions que les garçons et les gèrent moins bien. Les hommes ont plus de pulsions que les femmes, les gèrent moins bien. Chacun ses problèmes. Mais il y a un certain nombre de pathologies psychologiques qui touchent plus les femmes en tout cas. Un jeune sur deux de moins de 34 ans se déclare subir un stress élevé, ce qui est source de plein de comportements un peu dysfonctionnants pour essayer de s'apaiser. Alors que 24% des plus de 65 ans sont stressés. Donc c'est une bonne nouvelle, plus on vieillit, mieux on va. Le stress disparaît. Donc ça nous amène à différents stades. Le stress, ça nous met en alarme. Si on résiste à ces émotions, si on n'arrive pas à s'adapter, on risque d'arriver à l'épuisement et qui va donner toutes les pathologies liées au stress. Et puis, comme je vous disais aussi, dans cette société moderne, on travaille de plus en plus. Finalement, il y a eu les 35 heures à un moment donné, mais on est peut-être passé dans un excès inverse. Les journées durent de plus en plus et ça crée un épuisement mental, ces longues journées qui peuvent être source d'un burn-out. Et le simple fait de ralentir, réduire le temps de travail, ça peut permettre d'aller mieux. Hop. Donc, il faut différencier un petit peu l'anxiété. L'anxiété, c'est une peur diffuse, anticipée.
Elle s'accompagne d'un sentiment d'insécurité, d'appréhension, en prévision d'un danger réel ou fictif. Ce que nous raconte notre tête, c'est des idées de pessimisme, d'inquiétude, de rumination. Ça se traduit aussi dans le corps par des douleurs musculaires, des sensations de difficulté à respirer. Et puis, c'est souvent un état chronique qui dure dans le temps. Alors que le stress est plutôt quelque chose de court. L'angoisse, c'est un sentiment déstabilisant et intense, une impression soudaine de perte de contrôle et l'imminence d'un danger grave. Dans la tête, il peut y avoir un sentiment de panique, de difficulté à se maîtriser. Et sur le corps, une gêne respiratoire, une accélération cardiaque, sensation de boule dans l'estomac. C'est un état plus ponctuel. Donc déjà, on peut différencier l'angoisse de l'anxiété d'un point de vue temporalité. Et la peur, c'est une émotion forte et intense qu'on ressent en présence d'un danger réel et immédiat. Notre instinct de survie se déclenche immédiatement. Dans la tête, ça peut créer des frayeurs, pensées, réflexes, et sur le corps, des tremblements, des mouvements réflexes, impulsés par l'instinct de survie. C'est un état soudain. Et la peur est très utile. Vous êtes vivant parce que vos ancêtres ont eu peur, et donc ça leur a permis de s'adapter, de se protéger. Donc, n'ayons plus peur de la peur. Souvent, l'anxiété, c'est parce qu'on a peur de la peur. Et puis, parce que dans notre société, on cultive la force, et c'est bien vu d'être fort, alors que j'aime bien cette phrase qui dit « On pourrait s'imaginer qu'au moment de faire l'expérience du courage, on entendrait l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven, ou bien on verrait une immense explosion dans le ciel, mais il n'en est rien. Dans la tradition Shambhala, c'est en travaillant la vulnérabilité du cœur humain qu'on découvre le courage. » Donc finalement, vive la sensibilité, vive la fragilité. C'est ça qui fait notre humanité. Et n'ayons pas peur de cette sensibilité. Et peut-être qu'il y a des gens qui se disent hypersensibles, c'est pas qu'ils sont hypersensibles, mais ils ont du mal à être au contact de la sensibilité. Donc ça leur paraît énorme. Et finalement, c'est peut-être l'un des chantiers de savoir apprivoiser notre sensibilité pour savoir vivre avec celle-ci et d'en voir toutes les vertus. Donc voilà, c'était quelques diapositives d'introduction. Mais ce que j'aime bien faire, c'est que souvent l'anxiété et le stress est dû au fait parce qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne un être humain. Donc je vais avoir l'outrecuidance d'essayer de vous expliquer en quelques slides comment fonctionne un être humain, rien que ça. Donc pour moi, un être humain, c'est fait d'un corps, d'une machine à fabriquer des pensées et d'une machine à fabriquer des émotions, qui sont en dialogue permanent. On va prendre un événement de vie. On va imaginer que samedi matin, vous êtes au supermarché et vous avez le cœur qui bat vite. Le cœur qui bat vite, c'est votre corps qui s'exprime. Il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir le cœur qui bat vite le samedi matin au supermarché. On porte des grosses choses, il fait chaud, voilà, on a couru un petit peu. Mais on va imaginer pour notre histoire que nous sommes des spécialistes de l'anxiété. Et comme nous sommes des spécialistes de l'anxiété, on va avoir une pensée automatique qui va nous dire, si j'ai le cœur qui bat vite, c'est que je vais faire une crise d'angoisse. Une pensée automatique, c'est une pensée qui s'impose à soi, qui ne fait pas l'objet de réflexion. Un petit peu comme si quelqu'un bâille devant moi ce soir, je me dis, je peux avoir comme pensée automatique, je ne l'intéresse pas. C'est peut-être vrai. Mais j'ai le droit de construire une pensée alternative qui serait de me dire, bah, peut-être la personne a fait la fête la veille, et c'est pour ça qu'elle bâille. Puis c'est peut-être la seule personne que j'intéresse pas, peut-être que c'est pas si grave que ça, ce qui m'évite de construire un scénario catastrophe qui serait de me dire je suis nul, je suis pas à la hauteur, j'embête tout le monde. Et les scénarios catastrophes, c'est comme des paires de lunettes. On voit le monde à travers notre scénario catastrophe. Et il suffit que ce matin, mon voisin me dise pas bonjour pour que je me dise lui aussi il me calcule pas, vraiment il me trouve nul, vraiment je suis nul pour tout le monde, et donc ça va renforcer mon scénario catastrophe. Alors qu'il pense peut-être à autre chose, il est préoccupé par autre chose, mais je ne sais pas. Donc je reprends mon histoire. J'ai le cœur qui bat vite, je me dis que je vais faire une crise d'angoisse. De penser ça, forcément, ça me crée une émotion, parce que je suis un être humain. Donc ça me crée de l'anxiété, de penser que peut-être je fais une angoisse. Donc le cœur s'accélère, puisque les émotions se traduisent dans le corps. Voyant que mon cœur s'accélère, bah, je me dis que j'ai bien eu raison de penser que j'allais faire une crise d'angoisse. Et je vais valider mon anxiété, alors que peut-être que ça n'avait rien à voir avec l'anxiété, le fait que mon cœur bat vite. Et donc, j'ai un automatisme comportemental d'anxiété, alors que peut-être la sensation physique qui est au départ n'a rien à voir avec l'anxiété. Tout ça pour vous dire qu'un être humain, c'est une immense caisse de résonance. Tout ce qui nous arrive résonne à l'intérieur de nous, à travers des pensées, des émotions, des sensations physiques.
Et donc ça, c'est tout un apprentissage, notamment à l'adolescence, d'accepter qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous. C'est pas trop grave. Et de faire de la place à ça, et ça va nous donner de l'énergie pour vivre. Mais des fois, ça dysfonctionne tout ça. Quand ça dysfonctionne, par exemple, quand ça déborde au niveau du corps, ça peut donner des somatisations. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. C'est le corps qui s'exprime. Quand ça déborde, la flèche devrait être à penser, au niveau de la machine à fabriquer des pensées, ça peut donner de la culpabilité, des ruminations, voire des phobies, voire de la dépression. Alors je vais être un peu cru avec vous. C'est le côté clown qui apparaît. Vous fabriquez de l'urine, mais vous n'êtes pas de l'urine, vous êtes bien d'accord? Vous fabriquez du caca, vous n'êtes pas du caca, vous êtes bien d'accord? Ben, c'est la même chose pour vos pensées. Vous fabriquez des pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées. C'est important de faire la différence entre vous et vos pensées. Parce que vous avez deux sources de fabrication de pensées. Il y a l'être humain que vous êtes quand vous raisonnez qui fabrique des pensées, mais aussi votre cerveau émotionnel qui passe son temps à vous proposer des pensées. Il ne faut pas croire tout ce que vous raconte votre cerveau émotionnel. Il faut savoir faire le tri. Parce que votre cerveau émotionnel, des fois, il fonctionne comme si vous aviez un Doberman dans votre jardin. Il y a quelqu'un qui passe devant la grille, il se dit « Ouh là là, c'est peut-être un intrus, mon besoin de sécurité est malmené, donc dans le doute, j'aboie. » C'est très logique pour votre Doberman. Mais peut-être que ça fait 20 ans qu'il aboie sur tout le monde. Et donc l'être humain que vous êtes, c'est d'ailleurs le propriétaire, est très embêté par ce cerveau émotionnel. C'est peut-être ce qui m'arrive quand quelqu'un me fait une queue de poisson dans la rue, en voiture, et que je me mets à m'énerver, c'est peut-être pas l'être humain que je suis qui s'exprime. C'est peut-être mon Doberman. Donc c'est peut-être intéressant de réfléchir qui est au gouvernail de ma tête. Donc, plus terre à terre, si je renverse un verre et je me dis que je suis nul, non, je ne suis pas nul, j'étais maladroit un instant. Donc une partie du traitement, pour ne pas basculer dans l'anxiété, dans les émotions, c'est de savoir faire le tri dans les pensées que nous propose notre cerveau. Maintenant, la machine à fabriquer des émotions. Elle répond à cette phrase de Charles Darwin qui dit « Les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes, ni les plus douées, mais celles qui savent s'adapter. » Donc si j'ai peur, si je suis face à une bête féroce, j'ai peur. La peur m'informe de mon besoin de sécurité malmené et me donne l'énergie pour satisfaire ce besoin de sécurité. Donc la fonction d'une émotion, c'est de nous donner une information sur nos besoins et de donner l'énergie pour satisfaire ce besoin. La peur m'informe que mon besoin de sécurité est malmené. La colère m'informe que mes droits sont bafoués. La tristesse m'informe que j'ai à renoncer. Si quelqu'un dans ma famille est décédé cette semaine, je suis triste parce que j'ai à renoncer que cette personne n'appartient plus à mon présent. Et tant que je n'aurai pas accepté et renoncé à ça, mon cerveau émotionnel, il n'arrêtera pas de me donner cette information à travers ses émotions. C'est pour ça que le deuil, c'est le temps de l'acceptation. Et une fois que j'ai accepté, mon cerveau émotionnel, c'est comme un enfant de 4 ans, il arrête de me fournir des émotions. Donc, par exemple, la colère, c'est une émotion qui vous aide à repousser. Sa fonction, c'est de poser des limites, c'est de défendre l'espace vital, dénoncer les injustices. La tristesse, ça vous aide à lâcher, pour lâcher prise ou pour attirer la compassion. La peur, ça vous aide à reculer pour fuir un danger, pour vous mettre en sécurité. Et la joie, ça vous aide à avancer, pour partager, pour communier, célébrer, se motiver. Alors pourquoi nous avons plus d'émotions de défense que pour la joie? Parce que tout simplement, on est fait pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques. Ça fait 400 millions d'années, je crois, que les hommes sont sur Terre. Ça fait même pas 200 ans que l'ère industrielle est là. À peine beaucoup moins qu'on est derrière un bureau, encore beaucoup moins qu'on est derrière un écran. Donc notre physiologie est faite pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques. Et l'enjeu pour les hommes préhistoriques, c'était de survivre. Donc les émotions, c'était un dopant interne pour s'adapter encore plus vite. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'émotions pour nous aider à se protéger. Donc, les émotions nous informent de nos besoins, mais la difficulté en plus, c'est que nous sommes des homo sapiens sapiens, c'est-à-dire des êtres qui pensent. Donc, comme on passe son temps, il y a des émotions qui sont dues à nos besoins, mais il y a des émotions qui sont dues à nos jugements, parce qu'on passe notre temps à juger et à commenter. Par exemple, si mon voisin tout à l'heure qui m'a pas dit bonjour, je suis en colère parce que je juge qu'il ne me respecte pas et que mon droit au respect est bafoué, ça me met en colère. Mais en fait, dans la vraie vie, il a le droit de ne pas me dire bonjour. Il n'y a pas de règle.
C'est moi qui ai jugé qui devais me dire bonjour. Donc souvent, on pourrait s'économiser de nombreuses émotions si on arrêtait de juger et de commenter. Mais dans notre société moderne, on nous entraîne à juger et commenter, parce que dès que vous allez au restaurant, il faut mettre une note. Dès que vous allez sur Tinder, il faut mettre une note si c'est bon gars ou pas bon gars. Je ne sais pas si Marie-Noël a prévu des notes après. Alors si, mais je vais en parler. Je vais tout vous expliquer. Hein. Il y aura plein de choses que vous pourrez aller chercher. Le docteur Sédné qui partage ses supports, n'est-ce pas? Oui. C'est un partageur. Et alors, parfois ça peut dysfonctionner ça. Moi j'avais une patiente le vendredi soir, elle était fatiguée de sa semaine. Il y avait une tension qui était là. Et cette tension montait, montait, montait. Et à un moment donné, elle résolvait ce problème par une crise de boulimie pour s'apaiser. Elle utilisait l'alimentation pour apaiser sa tension. L'alimentation, c'est pas fait pour s'apaiser. Il y a plein de gens, d'ailleurs, l'alimentation, ils l'utilisent pour autre chose que pour répondre aux besoins alimentaires. Pour s'occuper, pour se remplir, pour se distraire, pour plein d'autres choses. Donc c'est une réaction absurde par rapport au stimuli du départ, où on utilise le comportement alimentaire comme fausse bonne solution pour répondre à un besoin qui est autre. Et donc il y a plein d'autres manières de réaction absurde. Donc il n'y a pas le comportement alimentaire, il y a la trichotillomanie, hein, plutôt des femmes qui s'arrachent les cheveux jusqu'à devenir chauves. C'est complètement absurde pour s'apaiser de s'arracher les cheveux. C'est plutôt les femmes, l'équivalent chez les hommes, c'est les hommes qui trépignent de la jambe. Hein, vous avez dû en voir en réunion, c'est complètement absurde de trépigner de la jambe. C'est une fausse bonne solution pour purger une certaine énergie motrice. Ça peut être la cigarette, se ronger les ongles, boire un verre d'alcool, la violence ou la sexualité. Hein, c'est des fausses bonnes solutions pour purger sa tension intérieure. En fait, l'être humain, ça fonctionne un peu comme une centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'énergie pour vivre, mais si on en fabrique trop, ça déborde. Donc on a besoin d'un système de refroidissement. Dans une centrale nucléaire, le système de refroidissement, c'est l'eau. Alors que chez l'être humain, le système de refroidissement, c'est la respiration ventrale, à travers la cohérence cardiaque, des outils comme ça, la relaxation et la méditation. Ça permet d'avoir plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Alors, quand on est enfant, c'est à peu près simple. Il y a un peu de tension, c'est le nœud dans la gorge. Donc, pour la plupart des enfants, ils arrivent à gérer ça. Mais le problème, c'est qu'à l'adolescence, on passe en mode turbo. C'est-à-dire que le volcan émotionnel se met en route. Et donc, on a pensée, émotion, sensation physique, pensée, émotion, sensation physique. Tout ça, ça déborde jusqu'à ce que ça tilte, comme dans un flipper. Hein, et c'est pour ça que c'est à l'adolescence que souvent, il y a beaucoup d'adolescents qui vont trouver des fausses bonnes solutions parce qu'ils sont débordés par un truc que personne ne leur a prévenu ce que c'était. Hein, on ne leur a pas dit que c'était un chantier où il y avait beaucoup de bazar à l'adolescence. Donc ils vont trouver des fausses bonnes solutions pour s'apaiser. Et c'est pour ça qu'à l'adolescence, commence l'alcool, commence la drogue, commencent les troubles du comportement alimentaire, tous les troubles qui risquent de durer par la suite. C'est pour ça que je suis un fervent partisan qu'à l'école primaire, on apprenne à faire de la méditation, de la pleine conscience, on explique comment fonctionnent les émotions. Comme ça, quand la grosse vague, le tsunami de l'adolescence arrive, ils savent à quoi s'attendre. Ils ne sont pas perturbés par ce qui leur arrive. Et qu'on leur donne des outils pour gérer ça, plutôt qu'ils paniquent face à ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, toutes ces résonances dont je vous ai parlé. Donc il y a tout un travail d'apprentissage par rapport à ça. Le Facebook Live a fait une nocturne 2 secondes. Une autre manière de voir, c'est de se dire qu'à l'intérieur de soi, on a plutôt une balance émotionnelle. Ce qui est appuyé du côté des émotions négatives, c'est les événements difficiles. Évidemment, si quelqu'un décède, je saute rarement de joie. Quoique. Et en tout cas, dans certaines cultures, la mort, c'est aussi un événement de vie, c'est pas forcément triste. Les ruminations créent des émotions négatives. Donc il y a tout un travail de ne pas se laisser embarquer dans les ruminations. Ce qui est appuyé du côté des émotions positives, c'est les états du corps et les liens sociaux. Dès qu'on a un impact sur le corps, ça fait du bien à la tête. Ça peut être faire du sport, se faire masser, faire de la méditation, aller chez le coiffeur,
dès qu'on touche le corps, ça fait du bien. Et le lien social, parce que nous sommes des mammifères, et les mammifères, ils ont un comportement social qui est le toilettage. Le toilettage, c'est les singes qui s'épouillent les uns par rapport aux autres. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup de poux, mais ça les apaise et ça leur permet de dire qui ils sont. Nous, on a la chance, on ne s'épouille pas, on ne sent pas le derrière comme les chiens. Ça se passe par le bavardage. Le bavardage apaise. C'est pour ça que le confinement a été très dur et très violent, notamment pour les adolescents, parce qu'on les a privés d'un comportement essentiel pour se construire et s'apaiser. C'est-à-dire le lien social et de se toucher. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer. On va voir si ça marche. Ah, là, c'est le téléphone. Vous créez votre entreprise en ligne. Ça fait ça. Faut que je fasse le partage d'écran. Ah bah regardez. Écoutez, il y a Martial Bouladou qui est en train de nous regarder. Tu peux nous faire coucou Martial? Je meuble, t'as vu, au bon moment. Hein? Karine, sache qu'il est en train de regarder. Hello everyone. Today I'm going to talk to you about the fear. What is the fear? Being afraid. What is that to be afraid? Because I've noticed that people are so scary. So scary people are. They are scary of aging, scary of missing money, scary of dying, scary of this, scary of that. And most of all, they are scary of fear itself. They are afraid to be afraid. They fear fear. They want to get rid of fear. Oh no, madness, wrong direction. The problem is not the fear itself. The problem is that you are not curious enough. Because when you're afraid, you instantly run away. You don't even know what you're afraid of. How can you acknowledge something if you run away? If you want to come out of something, you first have to get in. Very basic to understand. You cannot come out of a room if you not get first in the room. Very basic. The way out is the way in. So for the room, so for the fear. Same. Just in it. Try to acknowledge the fear. Maybe you're afraid of the most exciting things in your life. So when you're afraid, your body is starting shaking like this. Jump in it. Oh, look at it, my buddy. What is so happening to me inside of me? You will discover there's a big party inside. Big amount of energy is moving inside of you. I am moving without my will. I am not the boss here anymore. Sometimes you pay to go to the roller coaster to get this feeling, and now this feeling is inside of you. Being scary can become a thrill. This very next time you're afraid, don't run away. Just be curious a bit. Oh, I'm telling you, my friend, the greatest fear of all is not the fear of dying, but of living. So next time you're afraid, just celebrate. I'm alive, I'm shaking. Look at it, my buddy. You can make even dance out of it. Oh, I am afraid, I'm alive. Thank you very much. Come again. I'm afraid, I'm alive. Donc vous penserez à Monsieur Ramesh la prochaine fois que vous sentez vos émotions dans votre corps. C'est super, ça veut dire que vous êtes en vie, vous vous rendez compte, cette dinguerie. On paye pour aller dans des montagnes russes, pour avoir le corps qui secoue, et quand ça arrive dans la vie de tous les jours, on en a peur. C'est incroyable. Alors que c'est des montagnes russes gratuites tout le temps dans la vie. C'est génial. Alors, je vais quand même vous donner 2-3 trucs pour savoir gérer un petit peu les émotions. On respire. Alors, un premier outil, c'est un mantra. Un mantra, c'est une phrase qui a de l'importance par sa signification, aussi par sa musique. Et le mantra que je propose à mes patientes, c'est de dire « J'accueille, j'accepte d'avoir des émotions, car cela signifie que je suis un être vivant et un être émotionnel. »
Donc la prochaine fois que vous avez peur, que vous êtes en colère, le démarrer au quart de tour, vous dites génial, j'ai une émotion. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je suis vivant. Parce que des fois, les patients, j'ai l'impression qu'ils veulent avoir une vie sans pensée, sans émotion. Ça, c'est une vie de cadavre. Donc, super d'avoir des émotions, même si c'est le bazar. Donc, prenez un temps d'accueillir, ben voilà, il se passe quelque chose en moi, c'est quand même une bonne nouvelle jusqu'à présent. L'autre chose, c'est que c'est important de faire la différence entre ce qui est grave, désagréable, inconfortable, embêtant, gênant, frustrant, entravant. Ce qui est grave, par définition, c'est ce qui est mortel ou handicapant. Donc si je perds mon téléphone, c'est pas grave, je vais pas mourir. Par contre, c'est peut-être très embêtant, parce que j'ai peut-être pas l'argent pour en acheter un autre, je vais peut-être perdre des photos qui me sont précieuses, mes patients vont peut-être pas pouvoir m'appeler, donc c'est peut-être très embêtant. Pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que je vous rappelle que notre cerveau émotionnel, hein, il démarre à la survie, parce que nous sommes faits pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques. Donc si vous dites c'est grave, vous allumez votre cerveau de survie, votre Doberman sort de sa niche dans l'intérieur de vous, et met le bazar à l'intérieur de vous. Donc si vous ne voulez pas être embêté par votre Doberman intérieur, c'est important de lui dire la réalité. C'est pas la méthode clé de dire tout va bien. Mais c'est pas grave, vous n'allez pas mourir. Donc ça, c'est un mot souvent, hein, pour avoir des émotions, souvent les jeunes disent c'est grave, mais on entretient ce cerveau de survie qui va venir le bazar à l'intérieur de nous. Les mots sont des stimuli. L'autre chose, c'est la double peine. Si je casse mon téléphone et que je m'énerve, j'ai deux peines. Non seulement mon téléphone est cassé, mais le fait de m'énerver va me faire une deuxième peine. C'est pas parce que je vais m'énerver que mon téléphone va se réparer plus vite. Donc ça peut être intéressant dans la vie de regarder si on ne se met pas en double peine. Et puis voilà, c'est comme ça, il nous arrive telle chose, et plutôt de se concentrer, maintenant, comment va-t-on faire? Les émotions, et il y a des roues d'émotions, on peut partir des principales émotions, la tristesse, et essayer de préciser un apprentissage de plus en plus précis pour être sûr de l'information que nous informent nos émotions. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi, est-ce que la personne à droite peut tourner la tête un peu, se pencher? Voilà, encore plus, plus. Voilà, pour laisser découvrir. Voilà, merci. Encore. Alors, c'est faire la différence entre... Moi, je vais vous aider. Ce qui vous stresse, ce qui peut vous arriver vraiment, et ce qui vous arrive vraiment. Très souvent, il y a une grande différence. Et souvent, les émotions, ça nous parle du futur. Voilà, on a peur de quelque chose. C'est dans le futur, c'est pas encore arrivé. C'est un peu comme si vous dites je vais aller au restaurant la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, et que vous commencez à payer dès aujourd'hui le prix du restaurant. Et puis finalement, vous n'y allez pas. C'est un peu con. Donc c'est un peu la même chose. On paye émotionnellement des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et puis peut-être qu'ils n'arriveront jamais. Tout ce que notre tête nous raconte. Autre chose qui est aussi à savoir, c'est que la vie, c'est ce qui nous arrive alors qu'on avait prévu autre chose. La vie est faite de haut et de bas, alors qu'on aimerait que ça soit tout lisse. Mais ça serait super chiant. Et puis, il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Alors, c'est comme le bateau, on ne contrôle pas la mer, on ne contrôle pas les vagues, on ne contrôle pas le courant, mais on peut apprendre à naviguer dedans. Donc c'est ça, c'est apprendre à naviguer dans la vie. Et faire avec ce qu'on ne contrôle pas, mais composer avec. Et puis, on vit qu'une fois, donc chaque chose est une expérience. Quoi qu'il nous arrive, est-ce qu'on ne peut pas profiter de la vue? C'est une expérience à vivre. Et puis, c'est aussi savoir que la douleur est inhérente à la vie. Et comme dit très bien Forrest Gump, la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, ça demande de faire avec. Et puis, le problème, c'est qu'on se raconte plein d'histoires dans la tête. On se raconte plein de règles, des il faut, des je dois. Et à force de vouloir rentrer dans des moules, ben on finit par ressembler à une tarte. Et on se crée des prisons mentales. Donc c'est important de se libérer de tout le blabla de notre tête, tous les règles, tous les il faut et je dois pour muscler sa liberté d'être. Parce que si on est enfermé dans la prison, c'est comme ça qu'on a de l'anxiété et c'est comme ça qu'on a des angoisses. Donc l'enjeu, c'est de se libérer de soi-même.
Puis juste un petit pas de côté, je vous propose de regarder aussi l'entreprise comme un être anxieux. Parce que l'entreprise a des enjeux de survie. Donc elle passe son temps à être anxieuse de savoir est-ce qu'elle va survivre. C'est pour ça qu'elle trouve elle aussi des fausses bonnes solutions pour se rassurer. Qui tombent sur les travailleurs, à travers des objectifs, des chiffres, tout ça. Il ne faut pas toujours écouter ça. C'est l'anxiété de l'entreprise. On peut dire oui, puis s'ajuster. Donc ça peut être intéressant pour comprendre ce qui arrive dans l'entreprise, de comprendre que c'est un être anxieux comme vous. Donc ne vous laissez pas envahir par le stress des autres. Alors comme je vous ai dit, moi je fais une thérapie qui s'appelle la thérapie ACT, qui est une thérapie comportementale dite de troisième vague. La première vague, c'est Pavlov, il y avait un comportement qui ne fonctionnait pas, et on essayait d'apprendre un autre comportement, comme le chien de Pavlov. La deuxième vague, c'est des gens comme Dake et Watson. On avait une pensée automatique, il fallait essayer de trouver une pensée alternative, et on faisait de la restructuration cognitive. La troisième vague, elle se concentre plus sur l'instant présent, plus sur les émotions, l'accueil et l'acceptation des émotions, pour pouvoir négocier tout ça. C'est une grande famille où il y a la pleine conscience, il y a la FAB, la théorie des cadres relationnels, il y a plein de thérapies là-dedans. C'est des thérapies beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus dans l'instant présent. Et donc, l'ACT, ça veut dire thérapie de l'acceptation et de l'engagement, acceptance, un concomitant de thérapie, c'est l'esprit du surf. Parce que la vie, c'est comme les vagues. On ne sait pas quelle vague va nous arriver. Les émotions, c'est comme les vagues. On ne sait pas quelle émotion on va avoir. Mais si je me bats contre les vagues, je vais finir par boire la tasse. Si je veux comprendre pourquoi il y a des vagues, je peux faire des tests jusqu'à la fin de ma vie. Et puis donc vivre, c'est surfer la vague avec son propre style, en choisissant sa direction de vie. Et si je ne suis pas concentré à ma vague, je pense à la vague suivante, je me casse la figure. Donc ça demande d'être bien ancré dans l'instant présent. Le futur est mystérieux, on ne le connaît pas. Et puis si je ne rentre pas dans la vie, si je ne prends pas les vagues, je termine comme Brise de Nice, coincé sur la plage. À vous de choisir. Donc c'est ça, mes patients, souvent je leur dis, on va apprendre à surfer ensemble. Savoir négocier ce qui vous est arrivé. Et souvent, je peux demander au début d'une séance, comment vous avez surfé la vie depuis la dernière fois. C'est-à-dire faire avec les vagues qui sont présentées à vous. Les vagues de la vie. Alors si on ne veut pas être anxieux, si on ne veut pas être stressé, ça demande parfois de changer. Une thérapie, c'est changer. Et pour changer, il faut savoir si on est prêt à abandonner tout ce qui nous rend malade. Ça, c'est pas toujours facile. Nos croyances, ce qu'on se raconte, les règles qu'on a dans la tête, notre manière de vivre, parfois ça demande de faire évoluer des choses. Donc pour cela, ça demande de faire un alignement, c'est-à-dire accepter son état actuel, que ce soit le bazar, qu'on est anxieux, qu'on a peur en ce moment, qu'on est angoissé, comprendre les messages que nous envoie notre cœur et notre corps, et savoir orienter son énergie vers ce qu'on désire, passer à l'action, s'engager. Puis c'est important de repérer sur quoi on a du contrôle et sur quoi on n'a pas de contrôle. Parce que si on se bat contre des choses qu'on n'a pas de contrôle, on va s'épuiser. On n'a pas de contrôle sur la maladie, le passé, le temps qu'il fait, la méchanceté des autres, ce que les autres pensent, les injustices, ce qui se passe dans le monde, ce que les autres décident, la mort, ce que les autres disent. Ça, j'ai pas de contrôle. Par contre, j'ai du contrôle sur ce que je dis, qui sont mes amis, ce que je décide, ma gentillesse, ce que j'apprends de mes erreurs, mes efforts, ce que j'écoute. Donc finalement, c'est très simple la vie. Si je suis heureux, je continue comme ça. Si je ne suis pas heureux, je regarde ce que je peux changer. Moi j'avais des patients à Paris, ils me disaient, à Paris je suis angoissé. Et dès que je retourne dans ma famille, en province, je vais mieux. Je choisissais. Choisissez. Il y a aussi tout un travail d'acceptation. L'acceptation, c'est faire avec ce qui est. On peut pester pendant longtemps contre la pluie, et puis on peut se dire, il pleut, voilà. Puis on peut être comme cet enfant, pensez à vos enfants, à ce qu'ils disent, donnez-moi la sérénité d'accepter que mes parents ne pourront jamais changer. Peut-être vous dites ça pour vos parents, mais vos enfants se disent peut-être ça sur vous. La cruauté de la vie. Et j'aime bien aussi la règle des 5 C. La règle des 5 C, c'est de dire, c'est con, mais c'est comme ça. Et j'aime bien rajouter pour l'instant.
Parce que souvent, c'est pour l'instant, ça ne dure pas toujours. C'est con, mais c'est comme ça. C'est con, mais c'est comme ça, mais... On a... Excellent. Ah, Doberman, il exprime sa vraie nature. Donc il faut savoir accueillir les choses. Accueillir, c'est être présent là pour recevoir quelqu'un, quelque chose à son arrivée. La saluer pour remarquer sa présence, que ça soit agréable ou non. Ben, saluons nos anxiétés, saluons nos émotions. Ben, c'est là. Comme dans les choses qui sont acceptées, c'est aussi de vieillir. Vieillir, c'est embêtant. Et jusqu'à présent, c'est la seule manière de vivre longtemps. Puis comme cette pluie, voilà, il pleut, puis merde. On fait avec. Parce que le problème, c'est qu'on a une machine à blabla qui blablate. On peut même avoir des diplômes de blabla dans notre tête qui nous racontent plein d'histoires, blablabla, blablabla, et à force de blablater, eh ben, on déclenche de la peur. On a peur. En fait, nos émotions sont souvent liées à ce qu'on nous raconte. Il suffit d'arrêter de se raconter plein de choses dans la tête, et il y a beaucoup moins de problèmes, il y a beaucoup moins d'émotions. En tout cas, d'émotions douloureuses. Donc, comme je vous disais, il faut faire le tri dans ses pensées. Faire le tri de ses pensées, c'est de dire que les émotions, ça se digère dans le ventre. S'il n'y a pas suffisamment de place dans le ventre, ça secoue notre cerveau comme un pommier. Et comme quand on secoue un pommier, toutes les pommes ne sont pas bonnes à manger, puis on n'a pas forcément faim pour toutes les pommes. Ben, c'est la même chose pour les pensées, quand on a des émotions. Toutes les pensées ne sont pas bonnes à prendre, et puis elles ne sont pas forcément toutes utiles. Il faut faire le tri. Et puis comme je vous ai dit, un bon traitement, c'est aussi de se mettre en mouvement. On est fait pour être en mouvement. Donc l'immobilisme est source de beaucoup de maux physiques et aussi psychologiques. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc un des outils aussi, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est un excellent médicament, un excellent traitement. C'est respirer avec le ventre comme si on gonflait un ballon de basket. On inspire, on expire. On fait ça 3 fois par jour pendant 5 minutes. On a remarqué que ça avait un influx sur notre système neuronal périphérique, sympathique, parce qu'en fait les émotions, ça rentre dans notre corps comme un TGV, mais le frein est comme un vélo. Donc il faut apprendre à muscler le frein des émotions, si on ne veut pas être submergé par les émotions. Et une partie du frein se situe à travers le système nerveux parasympathique, qui est dans le diaphragme. Donc la respiration ventrale, en travaillant le diaphragme, on muscle ses freins émotionnels. Et ça a à faire comme le brossage de dents. C'est-à-dire que la respiration ventrale, ça ne guérit pas l'anxiété, mais ça peut la prévenir. De la même manière, le brossage de dents, ça ne guérit pas les caries. Mais si on se brosse les dents régulièrement, on a moins de chances d'avoir des caries. Donc, de faire ça 3 fois par jour régulièrement, cette respiration ventrale, ça s'apprend, et bien ça peut changer notre perception du monde et gagner en zen attitude. Et comme vous voyez, hein, ça a de nombreuses vertus d'apaisement, à la fois physique et biologique. Il y a même une étude, on a demandé à des femmes de faire de la cohérence cardiaque pendant 3 mois, elles ont fini par maigrir. Alors, ne vous emballez pas, respirer, ça ne fait pas maigrir. C'est simplement, comme elles sont plus détendues, elles ont moins de grignotage. Donc au final, elles prennent moins de poids. La peur et l'anxiété nous projettent dans le futur. Donc tout le travail, c'est revenir dans l'instant présent. Pour l'instant, tout va bien, même si notre tête nous raconte plein de dangers futurs. Peut-être que je vais faire un malaise tout à l'heure. Peut-être que ça ne va pas aller bien. Mais ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Pour l'instant, tout va bien. Donc il y a tout un travail de réancrage dans l'instant présent. La méditation et pleine conscience, c'est un outil qui est formidable pour apprendre à rester là, simplement là. Alors on se raconte souvent plein de choses sur la méditation. En fait, il y a, je ne sais plus comment il s'appelait ce moine bouddhiste qui est extrêmement moderne, il disait que la méditation, c'est pas plus compliqué que si vous avez passé une bonne journée, vous êtes content de votre journée, vous rentrez chez vous, vous mettez dans le canapé et vous êtes juste là, simplement là, ben c'est ça la méditation. C'est de savoir d'être juste là, simplement là, avec ce qui est là autour de vous et en vous. Mais on a tendance à s'agiter physiquement et on a tendance à s'agiter dans la tête. C'est d'essayer d'être juste là. Et ça a de nombreuses vertus à la fois psychologiques et physiologiques.
Hein, ça agit sur les protéines inflammatoires. D'ailleurs, l'une des premières études qui a été faite sur la méditation, ça a été sur le psoriasis, pour montrer que ça avait un impact sur le psoriasis. D'ailleurs, il y a une recherche en ce moment à l'hôpital Saint-Louis là-dessus, méditation et les maladies dermatologiques inflammatoires. Et c'est devenu, ça se fait un petit peu partout, mais dans la méditation. Ça a commencé par les lords anglais, ils ont commencé à méditer. Maintenant, les députés français méditent. Moi, j'ai l'occasion de méditer avec Delphine Bateau. Et au milieu, vous avez Johnny Wilkinson. Bon, ça commence à être un peu vieux, mais Johnny Wilkinson, on est en plein tournoi Destination, c'était le grand ouvreur anglais il y a quelques années. Et il jouait dans l'équipe de Toulon. Et il y avait une finale de la Coupe d'Europe de rugby, où il y avait Toulon contre Clermont. Et à la mi-temps, Clermont gagnait haut la main. Le match était quasiment plié. Wilkinson a pris les joueurs de Toulon sur les poteaux, et leur a dit, bon voilà, c'est comme ça, on va se concentrer maintenant, passe après passe, plaquage après plaquage, et puis on verra où ça nous mène. Et tout doucement, Toulon est remonté et a fini par gagner la Coupe d'Europe. Et Wilkinson a dit dans le journal L'équipe, c'est parce que je suis un grand méditant que j'ai utilisé le fait de revenir dans l'instant, sans me projeter dans un résultat futur que je ne contrôlais pas, que finalement j'ai permis à mon équipe de gagner. Donc c'est l'un des premiers outils, la méditation, de la préparation mentale. Alors certes, on peut méditer en s'asseyant, mais on peut être pleinement présent quand on prend sa douche, c'est d'être vraiment là et pas dans la réunion suivante, au contact de l'eau, de la température de l'eau. On peut méditer en marchant, d'être vraiment là en marchant, au contact de l'air, à l'appui au sol, et pas à la réunion qu'on va faire plus tard. On peut méditer aussi en faisant la vaisselle, en étant vraiment là, au contact de la texture de l'eau, des matières, de l'éponge, tout ça. On peut méditer en parlant, en étant vraiment présent en parlant, et pas que comme cette fameuse grenouille qui a donné ce fameux livre, Calme et attentif comme une grenouille, où la grenouille a conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle et tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, mais ne bouge juste si c'est nécessaire. Donc voilà, méditer, c'est de savoir être là, simplement là. Alors qu'on est dans des périodes où on a tendance à s'agiter. Alors il y a plein de manières de méditer. Il y a des protocoles sur 8 semaines qui s'appellent le MBSR et le MBCT. Ces protocoles sur 8 semaines, il y a une séance par groupe, une fois par semaine, le reste du temps on a des exercices à la maison. Et en fait dans ces protocoles, certes on médite, mais il y a beaucoup de temps de partage. Et les temps de partage sont aussi importants que les temps de méditation. Il y a des applications téléphoniques dont je vous ai parlé de Petit Bambou. Je vous ai parlé du live de présence. Et puis c'est source de joie et de sérénité. Et puis c'est peut-être comme cette dame, quand on médite, il y a plein de pensées, on pense à sa vaisselle, à sortir la poubelle, plein de choses. C'est aussi une expérience à accueillir. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire ne pas penser. C'est d'être, voilà, il y a peut-être beaucoup de pensées. Et comment je peux rester là, à côté de toutes ces pensées? Et vous voyez, même dans certains pays, les policiers méditent. Et moi, j'ai monté une association il y a quelques années qui s'appelle S'asseoir ensemble, parce qu'avec 2-3 copains sur Facebook, on voyait des gens méditer à New York, dans la rue, et on trouvait ça sympa. Et puis, il y a quelques années, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était l'époque des nuits debout. On s'est dit, on va faire le jour assis. C'est-à-dire qu'on propose des méditations libres et ouvertes dans les espaces publics dans la journée. Et allez sur le Facebook S'asseoir ensemble ou sur le site internet de S'asseoir ensemble, vous nous verrez méditer à l'Arche de la Défense, sur le boulevard Saint-Germain, et c'est une idée qui a diffusé partout, à tel point que même à Bogota, il y a des gens qui font des S'asseoir ensemble. Pour vous dire que je ne les connais pas. Mais c'est une idée qui appartient à tout le monde, et on stimule que partout où on est, on peut organiser des S'asseoir ensemble, c'est une sorte de happening un peu politique. Dans cette société du faire, est-ce qu'on ne peut pas s'offrir un instant? Et maintenant que je suis ici dans le Trégor, l'été, j'ai monté un S'asseoir ensemble Trégor, vous allez sur Facebook, et je propose sur la plage à Trégastel, sur la Grève Blanche, le matin, souvent à 8h du matin, à un moment donné, on s'assoit ensemble pour méditer. C'est gratuit, donc venez comme si ça vous plaît. Pour être juste là, apprendre à être simplement là. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit, il y a des situations qui nous créent une expérience intérieure qui est source d'émotions. Et donc, on a deux voies. Soit on accueille l'émotion, on prend l'information, on utilise l'énergie et on laisse passer la vague, parce qu'une émotion, ça a un début et une fin. Il ne faut pas paniquer au milieu de la vague. On peut éventuellement se distraire, c'est-à-dire
se connecter à une sensation, à du sensoriel pour ne pas se laisser happer par son mental. On fait un travail d'ancrage, c'est-à-dire on s'ancre dans l'instant présent, on ne se laisse pas embarquer dans le futur ou dans le passé, et l'émotion elle passe sans problème. Si on se met à commenter notre émotion, si on est en lutte contre l'émotion, si on refuse d'avoir une émotion, si on panique devant l'émotion, eh ben elle va monter, ça va devenir un tsunami. Donc l'anxiété, le stress, le trac, voilà les choix qui s'offrent à nous pour apprendre à le gérer. Donc c'est ça l'objet des consultations, c'est de faire cet entraînement. Et puis, si c'est trop important, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois, ça peut être sur l'expression de maladie, et donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un psychiatre. Pas que moi, heureusement, j'ai appris qu'il y avait un autre psychiatre qui s'est installé à Paimpol là. Donc, venez pas tous. Je ne pourrais pas. Alors, je voulais vous montrer une autre vidéo. Nos émotions sont comme des alarmes. Quand quelque chose se passe, elles sonnent. Parce qu'on n'aime pas le bruit que font ces alarmes, on apprend à ne pas se retrouver dans des situations qui les déclenchent. Très bonne idée. Et vraisemblablement la bonne idée qu'ont eu nos ancêtres, qui leur a permis de survivre et à nous d'être là. Mais rapidement, parce que l'alarme et ce qui la déclenche apparaissent en même temps, on finit par la confondre. Si bien qu'on essaie de s'éloigner de ces alarmes, tout autant qu'on essaie de ne pas se retrouver dans des situations qui les déclenchent. Le problème, c'est que ces alarmes, nos émotions, peuvent se déclencher sans qu'il y ait d'événements particuliers. Par exemple, simplement quand nous nous souvenons d'un événement passé, quand nous anticipons un événement futur, quand nous analysons, quand nous évaluons. Bref, elles se mettent en route sans qu'il y ait toujours besoin d'un événement extérieur dangereux ou menaçant. L'autre problème, c'est qu'il est parfois difficile de se tenir à distance des événements qui déclenchent nos émotions. Pour tout le monde, il y a des défaites, des échecs, des disparitions. Bref, c'est la vie. Mais aussi, les choses les plus importantes que nous avons à faire sont celles qui déclenchent le plus d'émotions. Et puis, il est impossible de ne pas analyser, de ne pas se souvenir, de ne pas anticiper. Alors, les alarmes se déclenchent régulièrement. Si on choisit d'essayer de s'éloigner de nos émotions, ça devient un travail à plein temps. Car pour s'en éloigner, soit il faut renoncer à habiter dans cet endroit, soit il faut accepter de couper l'électricité dans tout bâtiment. C'est une bonne chose que d'essayer de se tenir à distance de ce qui déclenche les alarmes. Mais les alarmes en elles-mêmes ne sont pas dangereuses. Elles sont le signe que tout fonctionne bien. Il est donc parfois utile de les laisser sonner. Donc, comme vous avez compris, les émotions, c'est quelque chose qui se traverse. Le bonheur est de l'autre côté de la peur. Et c'est ce travail à la naissance qu'on doit apprendre, savoir traverser sa peur. Alors, savourons notre joie. Parce que chez les Maasai, l'entraînement, c'est d'aller tuer un lion. Je ne sais pas si je m'en sortirai. Sur l'île de Vanuatu, il faut monter tout en haut d'un promontoire. On nous accroche avec une liane. On nous plonge du promontoire, on atterrit à 2 cm du sol, c'est l'ancêtre du saut à l'élastique. Je ne sais pas vous, mais moi je serais mort de peur. Et c'est peut-être ça qui pose problème dans notre société, c'est qu'il n'y a plus d'épreuves existentielles pour apprendre à traverser la peur. Avant il y avait le service militaire, après il y avait le bac, mais avec le contrôle continu, il n'y a plus l'épreuve du bac. Voire même le contrôle continu, ça met en stress les jeunes en permanence, parce que chaque note compte, il n'y a pas de respiration. Et puis, la seule épreuve, c'est Parcoursup, mais ils ont l'impression que c'est une loterie, ils n'ont pas d'action dessus. Mais il n'y a plus cette notion d'épreuve pour apprendre à traverser la peur. Donc, quelques outils pour être heureux. Alors, il y a aussi l'histoire qu'il faut faire attention aux attentes. Attention aux objectifs. Attention aux résultats. Parce que si je pense, est-ce que je vais gagner, ça fait penser que peut-être je ne vais pas gagner.
Si je pense, est-ce que je vais être heureux, ça me fait penser peut-être que je vais pas être heureux. Est-ce que je suis joli, peut-être que je suis pas joli. Vous voyez, dès qu'on pense en termes de résultats, on crée la pensée anxieuse qui va avec. On nourrit son anxiété. Donc il vaut mieux se concentrer sur le chemin que sur le résultat. Le résultat, on ne le connaît pas. On peut être le plus grand champion de vélo, et puis il y a un caillou sur la route, on se casse la figure. Puis peut-être qu'on peut être comme Christophe Colomb, on sait découvrir les Indes, puis on a découvert l'Amérique, puis c'est pas si mal non plus. Donc il faut se détacher du résultat. On ne fait pas les choses pour n'importe quoi, mais revenir dans l'instant présent. Et donc, pour être heureux, ben ça se travaille. Il faut savoir s'émerveiller du présent, rester inspiré, aider les autres, cultiver ses dons, lire des livres, limiter les écrans, aimer son travail, faire de l'exercice, faire face à ses peurs, croire en soi, rester proche de sa famille et des amis, et se laisser guider par son cœur pour ne pas être esclave de sa tête. Et finalement, moi qui aime le clown, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Sans amour et sans rire, le clown n'est que malheur ». Et le meilleur médicament, c'est de s'aimer et de rire. Voilà mon ordonnance de médecin, puisque je suis médecin. Bougez votre corps, mangez des aliments réels, c'est-à-dire pas des aliments industriels. Prenez soin de votre fatigue pour vous offrir des opportunités de sommeil. On a perdu 2 heures de sommeil depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cultivez votre réseau social parce que nous sommes des animaux grégaires. Cultivez la pleine conscience de soi dans nos actions du quotidien, c'est-à-dire donner du sens aux choses, diminuer les toxines, alcool, cigarettes, c'est des faux amis qui augmentent l'angoisse, poser des actes significatifs et pratiquer la compassion. Nous ne sommes que des êtres humains, nous faisons le mieux que nous pouvons. Donc ayons de la mansuétude. Si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, j'ai commis quelques livres, voilà, vous ferez votre curieux. Et je voulais vous remercier. Et si vous voulez approfondir, j'ai un Facebook à mon nom, je mets beaucoup de choses pour mes patients. Sur le LinkedIn, je mets beaucoup de choses sur le monde de l'entreprise. Allez faire votre curieux sur S'asseoir ensemble, comme je vous en ai parlé. J'ai un blog où je mets beaucoup de choses pour les patients qui s'appelle le blog à Palabre. Je fais aussi des téléconsultations parce que les étudiants d'ici, ils vont faire leurs études à Rennes, à Brest. Il faut faire des téléconsultations, c'est très utile en psychiatrie. Même si je me bats beaucoup contre la sécurité sociale en ce moment, qui veut limiter les téléconsultations à 20% d'activité, ce qui est une absurdité en psychiatrie. Et puis, petit bambou, si vous voulez faire la méditation sur le sommeil. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas fini parce qu'en plus, on avait dit, vous avez peut-être dû poser des questions. Alors, docteur Disney, je n'ai pas arrêté de transmettre les questions que vous m'avez envoyées. Où est Olivier? Est-ce qu'Olivier est avec nous? Et Olivier m'a envoyé plein de questions. J'espère qu'il va être là. Non, il n'est pas là. En tout cas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Alors, je vais quand même, avant, réfléchissez sur les questions, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en temps. Je vais quand même redonner des petits papiers pour les prochains rendez-vous. Oh là là! Parlez fort, parlez fort. On n'a rien entendu. Restez sur soi. Répétez la question, s'il vous plaît, on n'a pas entendu la question. Comment ne pas se laisser envahir par le stress de l'autre? C'est rester concentré sur soi. Et puis le stress de l'autre est lié à sa perspective. C'est comme le 6 et le 9. Si vous voyez un 6, l'autre voit un 9. Donc sa perspective n'est pas forcément la bonne. Et de rester concentré sur votre expérience. Vous êtes à disposition. Ça veut dire qu'on communique. Vous avez de la compassion et pas de l'empathie. L'empathie, c'est vivre les choses à la place des gens. Et ça crée de l'épuisement mental. Alors la compassion, c'est de comprendre que ça peut être douloureux d'être à sa disposition si nécessaire, mais c'est pas en vous sacrifiant que ça l'aide. Souvent, je taquine un petit peu les gens, je dis la dernière personne qui est morte par amour, en se sacrifiant, c'est Jésus-Christ. Il a plutôt mal terminé. Et puis, dans le calendrier, il n'y a plus de place pour de nouvelles saintes. Donc, laissez tomber. C'est fichu. Donc, ça sert à rien. Quelqu'un qui est en stress et pas s'asseoir, pour rester zen, c'est... Vous l'encouragez à consulter. Il y a des lieux pour ça. Vous ne pouvez pas être femme et puis soignant. Oui, mais... Vous l'encouragez à consulter. Les gens qu'on connaît... Il faut l'encourager à consulter. D'après ce que je vois, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui Puis, il regarde. y a toutes ces techniques En fait, je sais qu'on peut pas. apprendre. Ça, ça vient parce que tu vois... Bah ouais. En général,
Non, ça c'est des pathologies particulières. On ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est des vraies maladies très difficiles, mais c'est un autre cadre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des écoles de clowns. Il y a une école de clowns, notamment celle que j'ai faite, qui s'appelle le Samovar, à Bagnolet, dans la banlieue parisienne, qui est vraiment super. Et je vous encourage à voir un documentaire qui est génial, qui s'appelle Tout va bien, le premier commandement du clown. Vous voyez des gens au début comme vous et moi qui fait cette école de clown sur 2 ans. Et puis on les voit se transformer. Et c'est vraiment génial. Et à la fin, quand ils sont clowns, ils font un exercice d'exposition qui est incroyable. Ils se mettent dans le métro à Châtelet, au supermarché, habillés par 2 en clown comme ça. Ils n'ont pas l'air comme tout le monde. Et pourtant, personne ne les regarde. Et j'ai discuté avec le réalisateur, il n'y a pas de trucage dans le film, c'est que personne ne les regarde. Donc imaginez, messieurs, mesdames, tout le temps que vous passez le matin pour avoir l'air, alors que globalement, les gens n'ont rien à faire. Les gens sont au miroir de vous. Mais il y a des ateliers de clowns un peu partout. Je ne sais pas ici, mais peut-être que Cécile peut nous en raconter, mais il y a plein d'endroits où on peut faire des ateliers de clowns, et c'est une expérience qui est géniale. L'association sur le secteur, c'est Si les sardines avaient des ailes, qui propose des stages de clowns. Si les sardines avaient des ailes, vous regardez ça. On ne les mettrait pas en boîte, c'est la suite. Oui, il y a du yoga du rire qui est super chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans une de vos dernières slides, vous avez noté, enfin c'était votre ordonnance là, Ouais. poser des actes significatifs. Vous n'entendez pas par là? C'est donner du sens aux choses. Toutes les diapos, je ne les ai pas fait pour rien. Je sais pourquoi j'ai utilisé telle image, j'ai parlé de telle manière, j'ai utilisé tel mot. Je donne du sens aux choses. C'est de sortir d'un processus automatique. Pour être, comme disait Nelson Mandela, capitaine de mon âme et maître de mon destin. Je fais les choses pas pour rien. C'est-à-dire que c'est en opposition à notre cerveau qui nous vend des règles, qui nous vend des je dois et des il faut. Et on essaye d'effacer ça dans le langage par je choisis et je décide. Donc je mets du sens. Et j'agis sur quoi j'ai du contrôle, et puis j'essaye de ne pas lutter sur quoi j'ai pas de contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question scolaire. Ouais. Une petite que je connais voudrait s'orienter dans la même carrière que vous. Ouais. Et du coup, elle est au stade seconde première. Ouais. Du coup, on lui demande de choisir des spécialités. Il faut s'inscrire en fac de médecine. Donc, il faut qu'elle fasse le mieux possible pour que Parcoursup ait la gentillesse de la sélectionner pour médecine. Dans tous les établissements, il y a des psychologues scolaires pour recevoir les élèves pour l'orientation. Oui, l'orientation, c'est ça. Oui, il y a des outils pour ça. C'est à l'interne par du lycée. les services d'orientation. Le MICEP. En règle générale, c'est toujours un mauvais piège de généraliser. Peut-être que les personnes que vous avez rencontrées n'ont pas répondu à votre rapport. Mais il faut faire attention à la généralisation. C'est piégeant. On n'entend pas les questions. Alors, je vais expliquer un peu l'image. C'est un peu comme si vous voulez faire le tour du monde en bateau et que vous partez de Perros-Guirec. Pour faire le tour du monde en bateau, vous avez plus de chances de faire le tour du monde en bateau si vous passez par les Açores. Donc ça, c'est votre objectif. Si vous passez... Mais si vous pensez aux Açores tout le temps, vous ne naviguez pas le présent. Il faut revenir dans l'instant présent pour gérer le vent et le courant, mais vous n'allez pas dans n'importe quelle direction, dans une direction choisie. Et puis peut-être le hasard de la vie, comme Christophe Colomb, vous amènera à découvrir l'Amérique ou les Indes. Mais donc c'est à la fois choisir des perspectives, des directions de vie en fonction de ce qui compte pour vous, pour être en cohérence avec ce qui compte pour vous. Ce qui compte pour vous n'est pas forcément ce qui compte pour moi.
et puis revenir dans l'instant présent pour naviguer le présent dans cette intention. Je ne sais pas si j'étais plus clair. En fait, l'avenir. Oui, l'avenir est mystérieux. Il y a quelqu'un qui connaît l'avenir ici? Non. Sinon, je lui dirais jouer au loto. Hein. N'hésitez pas. Le passé n'existe plus. Le passé est passé. Voilà. Alors, il faut rester sur les découlés. Oui, il faut rester, il faut se décharger et revenir. Et puis à un moment donné, on a tous une histoire. Voilà, on a tous des poubelles dans sa vie. Ouais, il faut y aller. Ouais, et puis surtout, le problème, c'est qu'on a une machine à comparer et qu'on a tendance à comparer la vitrine des autres avec notre arrière-cuisine. Donc on est toujours perdant parce qu'on ne compare pas les mêmes choses. On a tous des poubelles. Moi, dans la formation en thérapie ACT, on fait des formations expérientielles et comme on n'a pas de patients sous les mains, on s'appuie sur nous. Je me rappelle la première formation que j'ai faite pour me former, il y avait plein de gens avec des noms connus, des gens qui m'impressionnaient, tout ça. Donc je me disais, j'arrive comme ça, un peu impressionné. Et en fait, tout le monde avait une arrière-cuisine. Tout le monde a des poubelles dans sa vie. Le tout, c'est que les poubelles, elles ne viennent pas là, entre moi et le présent. Elles sont sur le côté. Si je tourne la tête, je les vois, mes poubelles. Je sais qu'elles sont là. Mais que ça ne vienne pas dans le présent, entre moi et le présent. C'est ça le travail qu'on fait, de flexibilité attentionnelle. Et si les poubelles prennent trop le dessus dans le présent? C'est un travail de savoir s'ancrer dans le présent. Et après, il faut essayer de composer avec, savoir qu'est-ce qu'on peut en faire avec. C'est le travail de la psychothérapie. Là, du coup. Ouais, c'est le travail de la psychothérapie. Parfois, il est nécessaire de consulter, c'est un vrai travail. Oui. Et on parle beaucoup de la gestion des émotions, mais quand on a le sentiment de ne plus avoir d'émotions. Après, il faut regarder, il y a des maladies qui enlèvent les émotions. Et puis l'évitement des émotions, on peut cultiver parce qu'on a peur des émotions, une certaine froideur. Donc c'est aussi tout un travail d'apprendre à se resensibiliser. Et c'est pour ça que quand je fais des ateliers de formation au psychologue, je fais des exercices de pré-clown, et les gens sont surpris d'être au contact des émotions, parce qu'on a pris l'habitude d'être dans le discours, dans la tête, et pas assez dans le corps. Et c'est tout un entraînement, c'est des ateliers que je fais, que j'appelle voyage dans le sensible, pour réapprendre à être au contact de sa sensibilité. Mais des fois on a peur de cette sensibilité, où on n'a pas appris à être au contact de sa sensibilité. Donc ça se réapprend de s'ouvrir. Une image que j'aime bien donner, c'est que je donne dans le blog à Palam, c'est dire que les êtres humains c'est comme des anémones. Dès qu'on les touche, et puis des fois c'est tellement difficile qu'on se rétracte complètement, on est dans la tête, on ne respire plus. Et donc il faut réapprendre à réhabiter son corps, à respirer, pour laisser les filaments et laisser passer les poissons clous. Sinon, pour respirer, il faudrait de l'air d'abord. Comment? Il faudrait un peu d'air. Oui. Ici, on en manque. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout est contextuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de prévu, Marie-Noël, après? Alors, on a des crêpes. Alors, je suis désolée, je n'avais pas du tout. Alors, et puis moi, c'est un truc qui me stresse. Il ne faut pas avoir assez à manger. Vous savez, les soignants qui sont là, n'est-ce pas? Vous savez.